Alors, notre prochaine invitée, je vous présente Fatia Boudjala. Fatia est enseignante et essayiste. Dans ses livres Combattre le voilement et aussi Le grand détournement, Fatia se livre à un vibrant plaidoyer en faveur du féminisme universaliste. Sa lutte se dirige contre le communautarisme et un féminisme qui est dévoyé, où on présente le voilement des femmes comme un acte de tolérance et d'ouverture. Fatia est aussi cofondatrice avec Céline Pinal du mouvement Vivre la République. C'est une femme de gauche qui défend la laïcité de l'État sur plusieurs tribunes. Sa parole est forte, articulée et percutante. Bienvenue, Fatia. Merci pour cette adorable présentation. Merci pour votre invitation et merci pour avoir organisé ce webinaire. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est solidaires, les féministes, à travers les pays. On manque d'argent, on n'est pas aussi bien organisés que nos adversaires. On n'est pas dans l'entrisme systémique de l'ONU ou de l'Union européenne pour occuper les places et faire avancer l'agenda comme nos adversaires islamistes. Alors, pour répondre à votre première question, qu'a représenté le voile dans ma vie? Alors déjà, le mot de voile, comme vous le disiez, le livre que j'ai écrit s'appelle « Combattre le voilement » parce que c'est l'acte qu'il faut combattre. Par exemple, en ce moment, en France, il y a une offensive des Hebeyas, c'est-à-dire des élèves qui viennent, enlèvent le haut, mais gardent toute la robe religieuse pour tester. Il y a eu 144 incidents répertoriés par les renseignements territoriaux de janvier à avril 2022. Ça veut dire 144 établissements victimes de provocations organisées, concertées par des jeunes filles. Et si on s'arrête juste à dire le voile, ben on imagine juste le hijab. C'est l'acte qu'il faut combattre. Et quand on combat l'acte, là on parle du burkini, là on parle de la burqa, là on parle du djilbab, là on parle du raïk oranais, de tout cela. Alors moi, mon premier contact avec le voile, c'était bien sûr celui porté par ma mère quand je suis née. Elle venait d'arriver d'Algérie, comme toutes les autres mères du quartier, elle portait non pas un voile, mais un fichu. Certains cheveux émergeaient. Et au bout de quelques années, à mesure qu'elle connaissait, elle parlait mieux français, qu'elle connaissait mieux le système, elles l'ont toutes enlevé, ce fichu. Et le seul moment où je voyais le voilement, c'est quand nous retournions en Algérie. Et il y a un moment, quand nous étions en voiture avec mon père et mes 7 frères, où il s'arrêtait parce que ma mère devait revêtir son uniforme. Et son uniforme, c'était le fameux drap blanc, le raïk, typiquement algérois et oranais, avec la petite collerette. Alors, vous voyez, là, c'est blanc, c'est peut-être joli, mais ça me terrifiait parce que j'avais peur de perdre ma mère, parce que de dos, toutes les bonnes femmes se ressemblaient. Et donc, parmi ces foules de femmes, c'est bien, le voilement remplissait son office, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'identification de personnalité. Il y avait des corps. Et donc, à chaque fois, je m'accrochais à elle parce que j'étais terrifiée. L'autre rapport au voile, c'est quand on était cette fois-ci dans le village de mon père, Mascara, mentalité très arriérée. Et là, je vous parle d'une époque il y a 35 ans. Mon père avait fait construire une maison et cet imbécile avait fait construire les escaliers à l'extérieur. Ma mère, pour passer du rez-de-chaussée au premier étage, devait mettre un voile et ne laisser apparaître qu'un seul œil. Qu'un seul œil juste pour monter un étage. Et j'avoue que moi, née en France, ayant grandi en France, avec des frères qui étaient corrects, alors bien sûr, répartition patriarcale des tâches, c'est moi qui faisais le ménage, c'est pas mes 7 frères, bien sûr. Mais je ne comprenais pas. Et je voyais l'attitude de mes frères changer. Un soir, j'ai voulu jouer au foot avec eux et ils m'ont dit non, non, ici, c'est pas la France, c'est l'Algérie, rentre à la maison. Et je me suis dit, ah bon, quels hypocrites, ils se comportent de telle façon en Algérie, d'une autre façon en France. J'ai vu donc le voile disparaître des têtes en France. Je l'ai vu réapparaître sur les mers arabes, mais cette fois-ci, un voile très orthodoxe, très couvrant. Et ça, c'est parce que nous, leurs enfants, ayant accès à une certaine aisance matérielle et étant complètement idiots, au lieu d'offrir une balnéothérapie au Pays Basque à nos parents, on leur a offert le pèlerinage à la Mecque. Et quand vous faites le pèlerinage à la Mecque, vous changez du tout au tout, il faut que vous reveniez couverte.
La belle-mère de mon frère s'est même interdite de danser au mariage de sa fille unique, puisqu'elle était revenue de la Mecque. Donc, interdiction de s'amuser, interdiction de rire, interdiction de danser. Et puis, mon dernier contact avec le voile, c'est celui porté par ma nièce. Ma nièce née en France, d'un père, mon frère, né en France, d'une mère, Marjorie, chrétienne, et qui, par passion sans doute par son père, mais aussi parce elle allait à la mosquée, puis parce qu'elle apprenait le cours arabe. Alors bizarrement, pour apprendre l'arabe dans les mosquées, il faut porter le foulard. Et elle s'est mise à le porter d'abord en cachette et après de manière assumée. Et quand elle est partie en vacances avec ma mère et mes tantes à Oran, en Algérie, ma mère et mes tantes, qui ont 70 balais, ont retiré leur foulard sur la plage. Ma nièce, française, bien gauloise, a refusé de retirer le sien et mon frère a dû aller acheter un burkini pour qu'elle accepte d'aller se baigner. Et mon frère m'avait dit, je suis sûr que tu crois que c'est moi qui la force. Je lui ai fait, non, je sais que c'est pas toi, mais à force d'être dans l'orthodoxie, à force de l'envoyer à la mosquée, dans les cours arabes, tu as créé un monstre que tu ne peux plus contrôler. Alors que nous avons, les enfants d'immigrés, la mémoire dans nos pratiques d'une époque où nous n'étions pas obsédés par la religion. Moi, dans mon quartier, il y avait une seule famille blanche, et dans les autres familles, il n'y a que les Turcs qui étaient extrêmement, pour nous, c'était des arriérés parce que justement, ils portaient le foulard. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tendance à penser nous. Donc ça, c'est ça, le voile dans ma vie. Jamais mes frères n'ont pensé à me l'imposer. Voilà. Par contre, il est devenu omniprésent et ce n'est pas le fait des féministes, c'est le fait de l'offensive islamiste. Et c'est beaucoup plus simple pour ces islamistes de passer par les femmes, la figure attendrissante des femmes, que de passer par les barbus moches en camis, qui, eux, n'attirent absolument pas la sympathie. Et ça coïncide avec MeToo et le féminisme. Alors, que représente le voile dans les sociétés actuelles? Je le dis, c'est une régression. C'est une régression. Et il suffit de regarder en Iran et en Afghanistan. Parce que quand il y a le voile, il y a le reste de la panoplie islamiste. On est souvent en train de dire en France, mais regardez en France, les femmes voilées, regardez, elles sont libres, elles sont proches des LGBT, elles conduisent, elles peuvent divorcer, voilà. Mais ce n'est pas dû à l'islam, c'est dû à l'état de droit occidental qui contentionne, qui empêche les religieux d'aller jusqu'au bout de leur logique. Regardez n'importe quel pays islamique, dans lequel de ces pays les femmes ou les minorités ou les enfants ont des droits. C'est l'État qui garantit aux femmes de profiter de droits, même si elles-mêmes, elles font le choix d'une orthodoxie qui les aliène et qui les désavantage. Le voile, c'est un moyen de retraditionnaliser des filles qui sont nées dans un pays, qui ont grandi dans un pays occidental. Elles sont occidentales. Et pour les faire culpabiliser, pour les faire rentrer dans le pas, parce que ce sont les femmes qui sont les meilleurs agents et les garants de la transmission culturelle patriarcale, et donc qui peuvent permettre que les hommes restent à leur place, c'est-à-dire qu'ils prennent toute la place. Il y a la pression communautaire aussi, ce que le sociologue et psychanalyste français Fethi Benslama appelait le surmusulman. C'est-à-dire qu'on fait un chantage aux femmes. Il ne s'agit pas simplement d'être musulmane, il faut être une bonne musulmane. Et une bonne musulmane, c'est une islamiste, c'est une musulmane voyante, c'est une musulmane revendicatrice, c'est une musulmane qui s'oppose. Et si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, en fait, vous êtes une beurette, une négresse de maison, une native informant, pour reprendre l'expression qui se veut pseudo-scientifique, mais qui est aussi insultante que négresse de maison ou archillette. Et voilà, nous, l'AOC, l'AOP, origine contrôlée, c'était plutôt pour les fromages. Non, maintenant, on l'applique aux femmes musulmanes, si vous voulez être d'authentiques musulmanes. On compare le voile en France au talon aiguille. On l'a comparé même à un serre-tête. J'ai jamais vu de femme fouettée ou persécutée parce qu'elle ne portait pas de talon aiguille. Nous avons une féministe qui a été repérée par les Young Leaders, parce qu'il faudra parler un jour du rôle du soft power américain pour essayer d'attaquer notre modèle d'État-nation laïque. Et Rokhaya Diallo, qui a expliqué dans un tweet que les femmes voilées, je cite, signifient aux hommes que leur corps n'est pas à leur disposition.
Et moi, j'ai voulu faire œuvre de second degré, la pire chose à faire sur Twitter. Et j'ai dit, mais attention, vous n'êtes pas voilé, donc votre corps est à la disposition des hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que disait tout à l'heure aussi Yasmine, où c'est simple. Toute la responsabilité de la gestion des pulsions sexuelles des hommes nous incombe. Et il y a une vraie offensive, il y a un dispositif narratif, il y a un dispositif communicationnel. Dès que Macron sortait pendant l'élection présidentielle, comme par hasard, il y avait toujours une femme voilée à côté, comme celle-ci qui allait l'aborder et qui lui a dit est-ce que vous êtes féministe? Si vous êtes féministe, vous devez défendre le droit pour moi de porter une femme. Voilà le retournement qui est quand même extraordinaire. Et c'est très habile au niveau de la communication. Et ça rappelle ce que disait Edward Bernays dans son livre Propaganda, où c'est lui qui a inventé en fait la communication d'entreprise, la propagande des relations publiques. Et un patron de manufacture de tabac lui avait dit qu'il perdait la moitié de la clientèle potentielle puisque les femmes ne fumaient pas et que donc il voulait une campagne pour inciter les femmes à fumer. Donc Edouard Bernays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu des journalistes qu'il y aurait un événement et pendant une manifestation de suffragettes pour le droit de vote des femmes, il a fait intervenir des comédiennes qui, à un signal, ont allumé une cigarette et ils les ont appelées les torches de la liberté. Et voilà comment un objet d'aliénation addictif qui crée de la dépendance, la cigarette, devenait un objet d'émancipation. Et c'est le même dispositif qui est utilisé par rapport au hijab, notamment même dans des campagnes de communication de l'Union européenne, payées, validées, légitimées par le Conseil de l'Union européenne. Et donc, il faut dire qu'il faut combattre le hijab et il faut nous-mêmes affûter nos arguments contre le hijab. Parce que maintenant, on utilise l'argument de la liberté qui est détourné. On dit mon corps, mon choix, le consentement. Mon corps, mon choix, je peux me prostituer. Et on parle des travailleurs du sexe. Mon corps, mon choix, je peux louer mon utérus et la GPA. Mon corps, mon choix, je peux me voiler. Il faut questionner la liberté, récuser ces éléments. On est libre que s'il y a une équivalence morale parfaite entre les deux termes de l'alternative. Si depuis que vous êtes petit, on vous dit si tu es voilé, tu es pur, tu vas au paradis. Si tu n'es pas voilé, tu es impur, tu iras en enfer. Qui va faire le choix d'aller en enfer? Pas d'équivalence entre les deux termes, ce n'est pas un choix. Il y a un choix libre si le choix est réversible sans conséquence. Une femme qui se voile est encensée, une femme qui fait le choix de se dévoiler est insultée, menacée, moquée, accusée de la pire trahison. C'est ce qui s'est passé avec la chanteuse Ménel. Et un choix, on ne peut parler de consentement que lorsque celui-ci est éclairé. D'ailleurs, Vanessa Springora a écrit un livre décisif qui s'appelle « Le consentement », sur l'emprise de Gabriel Matzneff, le pédophile, sur elle, qui était adolescente. Elle a appelé le livre « Le consentement », elle ne l'a pas appelé « le viol ». On a évolué en France, c'est assez tardif. Maintenant, le viol, la contrainte ne s'arrête pas à l'échange de coups ou à la menace d'une arme. Ça repose sur une subordination économique, ça repose sur la contrainte, ça peut reposer sur l'emprise. Et ce sont là des mécanismes qu'on retrouve absolument sur la religion. Que ce soit dans un pays libre ou pas, que ce soit consenti ou pas, le voilement ne change pas de sens, que ce soit en Iran ou à Monaco, que ce soit pour une princesse saoudienne ou pour une femme pauvre d'Afghanistan. Le hijab, le voilement, fait de la femme un organe génital total. C'est le symbole de la Sainte Trinité patriarcale. La femme doit être vierge. La femme doit être pudique, la femme doit être discrète. Et cette Sainte Trinité, vous la retrouvez dans tous les patriarcats, mais comme le disait Yasmine, on le combat aisément quand c'est le patriarcat catholique. Ah là, alors là, haro sur les catholiques, mais quand il émerge des musulmans, mais alors là, il ne faut rien dire parce que sinon, c'est le chantage au racisme et à l'islamophobie. Et c'est pour ça que je cite dans mon livre cette magnifique citation de Wassila Tamzani, quand elle dit
Comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres, sinon dans la résistance à notre culture, à nos traditions religieuses quand elles sont contraires à ces principes? Et en parlant des Blancs, je vais utiliser ce mot, en parlant des Blancs du Canada, en parlant des Blancs des Occidentaux d'Europe, à quoi ont-ils eux-mêmes arraché ces droits, sinon à leurs églises, leur religion, leur culture et leurs traditions? C'est ce droit-là dont les femmes occidentales ont usé et qu'elles nous refusent à nous à cause de nos origines. Il est là le racisme avec l'arnaque à l'intersectionnalité qui fonctionne comme un immense céder le passage, priorité à la communauté et donc priorité aux hommes de la communauté. Donc on doit absolument développer un manuel d'hygiène intellectuelle, de contre-attaque intellectuelle, notamment par exemple sur la discrimination. C'est ce qu'on dit souvent sur la loi de 2004 française, l'excellente loi qui interdit les signes religieux. Et parce que maintenant, avant on disait haro sur horrible l'islamophobie. Maintenant, le nouvel argument, c'est l'islamophobie de genre, puisque la femme est à la mode, défendre les femmes est à la mode. Mais si une loi a un effet différent sur les gens, ce n'est pas forcément que la loi est discriminatoire. Moi qui n'ai pas le permis, je me moque qu'un Hidalgo ait mis une limitation de vitesse à 30 km/h à Paris. Le type qui a une grosse Mercedes, ben, il souffre plus de cette loi que moi. Est-ce que je vais dire que cette loi est discriminatoire? Non, elle a des effets différents. Ce qui est discriminatoire, c'est l'islam, parce que c'est l'islam qui couvre les femmes, il ne couvre pas les hommes. Autre argument, on vous dit société discriminatoire puisque cette femme ne peut pas accéder à telle fonction simplement parce qu'elle a le voile. Alors on va rappeler les choses. Et pour les Canadiens, mes chers amis canadiens, vous connaissez le cas, vous, avec les Sikhs. La Cour suprême a autorisé les Sikhs à apporter des lames, pas de substitut que proposaient les écoles, des lames en classe. Ils sont interdits au Parlement, mais ils sont autorisés à l'école. Et l'argument, vous allez voir, est très simple. Il suffit qu'on enlève le mot islam et qu'on prenne les Sikhs. Si je suis chef d'entreprise dans un chantier de BTP et que j'ai à embaucher un homme sikh et un autre qui n'est pas pratiquant, ben, je vais embaucher l'homme qui n'est pas pratiquant. Pourquoi? Parce que l'homme sikh a obtenu le droit de ne pas porter de masque de chantier. Tout comme il a obtenu le droit de ne pas porter de casque de moto quand il conduit, au nom de sa foi. Résultat, si j'embauche l'employé sikh, ma prime d'assurance va exploser. Et si quelque chose lui tombe dessus, il y aura des conséquences financières qui mettront en péril mon entreprise. Eh ben, mon entreprise, elle n'est pas là pour caresser dans le sens du poil, dans le sens du voile, dans le sens de la foi des hommes. La religion est un choix, il faut le marteler. La religion est un choix, le degré de pratique religieuse de cette religion est un autre choix. Si votre degré, votre choix d'orthodoxie vous prive d'accéder à certaines opportunités, ce n'est pas la société qu'il faut blâmer, c'est votre choix d'orthodoxie. Si je suis restaurateur dans une pizzeria et que je reçois un employé qui veut, un candidat juif et qui me dit, moi, le samedi, je fais Shabbat, donc je ne veux pas travailler. Or, j'ai besoin de quelqu'un pour le samedi. Ben oui, je ne vais pas l'embaucher. Ce n'est pas de la discrimination et il n'aura pas à se plaindre, c'est son choix orthodoxie. Donc là, il faut combattre absolument cette espèce d'instauration du néo-féminisme à géométrie variable, c'est-à-dire tel degré de dignité pour les femmes blanches, et ce dont elles ne voudraient pas pour elles, pour leurs sœurs, pour leurs filles, serait assez bon pour les femmes comme moi, à cause de mon nom ou de mes origines. La dignité des femmes n'est pas négociable, elle ne peut pas être à géométrie variable. Et c'est quoi la dignité, nous disait le philosophe Kant? C'est quelque chose, une chose à laquelle on ne peut pas substituer un prix, une valeur équivalente. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Si vous vous prostituez, on vous associe à un prix. Il y a une tarification de votre acte et de la jouissance de votre corps. Si vous pratiquez la GPA, il y a un prix, une tarification liée à la jouissance de votre corps. Si vous portez le hijab, ben ça prouve que vous instaurez une hiérarchie entre les femmes pudiques et les femmes qui ne le sont pas. Et sur le marché patriarcal du mariage, la dot, la dot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la dot dépend de votre
conformité à la trinité patriarcale, si vous êtes vierge, vous avez plus de valeur sur l'échange marchand du mariage que si vous ne l'êtes pas. Donc, encore une fois, on lutte contre la dignité. Il faut se battre pour l'argument de la dignité, c'est celui qui sera le plus efficace. Et c'est pour ça qu'il faut que vous teniez bon. Les attaques sont permanentes. Et ils prennent la Libye du féminisme. Oh, la liberté, voilà. J'ai voulu vous donner quelques arguments pour bien rappeler certaines choses. Aucune religion n'a jamais fait progresser aucun droit humain. Aucun droit humain, aucun droit féminin, aucun droit des minorités, aucun droit des gens différents, aucun droit des enfants. Ce qui a fait progresser les droits, ce sont des conquêtes sociales et politiques, et c'est ça le féminisme. Et ce qu'il faut dire, c'est que le féminisme n'est pas livré avec un utérus, et que là, on est dans la société paradoxale où on essaye de mettre toutes les femmes en avant, et en même temps, on invisibilise les femmes par le hijab sportif. Ah, le capitalisme se marie très bien avec l'islam. On les invisibilise avec les démarches et l'activisme transgenre. Ah ben, il ne faut plus dire utérus, il ne faut plus dire femme enceinte. Ça les oppresse, c'est des micro-agressions. Merde, nous sommes la moitié de l'humanité, il est hors de question qu'on nous invisibilise. Et la prochaine grande échéance en France, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024, avec Annie Sugier et d'autres militantes féministes. Nous nous battons pour que le voile soit interdit pendant les épreuves sportives. Je vous le dis, je suis extrêmement pessimiste, mais il faut se battre quand même, parce que il faut se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre elles-mêmes, qui n'ont pas voix au chapitre. Il faut faire progresser les droits des femmes au niveau mondial. Et pour progresser au niveau mondial, il ne faut pas céder dans les pays occidentaux et dans les instances internationales. Merci. Merci beaucoup, Fathia. C'était fascinant.